Dans cette vidéo, nous allons montrer qu'il est possible de faire bouillir de l'eau, non pas en changeant la température, mais en changeant la pression. Nous allons expliquer le fonctionnement de la trompe à vide que nous allons utiliser. Nous allons ensuite reprendre le diagramme de phase pour montrer les raisons de cette ébullition. Et puis pour aller plus loin, nous observerons un petit peu la structure de ces diagrammes de phase qui peuvent parfois impliquer des ruptures d'échelle et des échelles logarithmiques. On remplit un Erlenmeyer avec de l'eau chaude, environ 40 degrés à la main. On fixe l'Erlenmeyer sur une trompe à vide, c'est-à-dire qu'on le relie à un robinet. On enclenche le robinet, on voit l'eau qui coule, qui s'écoule dans l'évier. On remarque donc le tuyau orange qui relie le robinet, l'eau du robinet qui coule à l'Erlenmeyer, dans lequel va se faire progressivement un vide partiel. Si l'on patiente un peu, sous l'effet de l'abaissement de la pression, on observe que l'eau bout. L'eau n'a pas changé de température. Si je testais la température maintenant, elle n'a pas changé de température. Pourtant, elle bout. Observons un peu le montage. L'Erlenmeyer relié au cordon qui ramène à la trompe à vide, d'où l'eau s'écoule, qui permet de créer le vide et d'abaisser la pression. Notons que si maintenant je coupe l'eau qui s'écoule dans la trompe à vide, on observe que l'ébullition cesse, la pression revenant à la normale. Ainsi, nous remarquons que lorsque nous modifions la pression, la température d'ébullition se modifie également. Une pompe à vide se branche sur un robinet. On va ouvrir l'eau au maximum de façon à avoir un grand flux d'eau. Et puis ce flux d'eau, lorsqu'il va ici rencontrer quelques particules d'air, il va du coup les emporter vu qu'il se déplace très rapidement. Cela signifie qu'on va créer un vide ici et que du coup les particules qui étaient présentes ici vont finir par se répartir. Donc si ici j'avais par exemple en tout 10 particules, puis que j'en avais 5 et 5, et bien tout d'un coup, ce que j'aurais, c'est plus que 5 particules à répartir sur toute cette zone, donc on va dire que j'en aurais peut-être 3 et 2. Et donc du coup, ensuite on va enlever ces 3 particules, etc. Puis là, ici, ce sera exactement la même chose avec l'environnement à côté, etc. Ce qui signifie qu'à force, eh bien, on aura moins de particules d'air ici, donc il faudra rééquilibrer, puis petit à petit, on aura moins de particules d'air ici, donc il faudra rééquilibrer, etc., et qu'on va finir par toucher cet Erlenmeyer, et les particules, on pourrait imaginer qu'elles sont happées, et elles ne sont pas réellement happées, simplement elles se déplacent, et puis effectivement, celles qui arrivent dans la trompe à vide sont emmenées définitivement, ce qui fait qu'elles ne peuvent plus retrouver leur place initiale. Donc, en conséquence, si j'ai moins de particules, eh bien j'ai moins de pression, et puis, eh bien on l'a vu, c'est le fait d'avoir une pression plus basse dans cet Erlenmeyer qui a permis à l'eau de bouillir. Dans cette expérience, nous sommes partis avec de l'eau qui était à une pression d'à peu près 1 atmosphère, qui équivaut à peu près à 1 bar, et à peu près 20 degrés. Donc nous étions dans la partie liquide du diagramme de phase. Nous avons alors abaissé la pression, et du coup, nous nous sommes retrouvés dans un état plus ou moins gazeux, c'est-à-dire en tout cas au point d'ébullition, puisque nous avons réussi à voir bouillir notre eau, alors qu'elle se trouvait toujours à une température de 20 degrés. Notons que dans ce diagramme de phase, pour pouvoir vous montrer cette partie où il est possible d'observer la sublimation de l'eau, nous avons utilisé ce qu'on appelle les ruptures d'échelle. C'est-à-dire que de 1 atmosphère à 0, en réalité ici nous avons de 1 atmosphère à 0,006, puis de 0,006 à 0, c'est-à-dire que cette partie-là est beaucoup trop grande par rapport au reste. Mais l'idée est de pouvoir visualiser la partie où il y a sublimation de la glace. Ici on a également une rupture d'échelle, c'est-à-dire que par rapport à la température qu'il faut atteindre, à ces températures-ci si vous voulez, eh bien ici on a une échelle qui n'est pas non plus proportionnelle. Pour l'eau, on dessine parfois également des diagrammes de phase qui ont, alors pour la température, une échelle qui est linéaire, mais pour la pression, une échelle qui est logarithmique, c'est-à-dire qu'on va de puissance 10 en puissance 10. Ici, nous sommes à 10 puissance moins 3 bar, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 1, 10 puissance 0 bar, 10 puissance 1 bar, 10 puissance 2 bar, etc. En fait, l'intérêt de cette échelle logarithmique, c'est de pouvoir représenter les états de la glace, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la glace peut prendre plusieurs formes. En l'occurrence, l'arrangement spatial des molécules peut être différente selon la pression et la température. Et l'intérêt de ce graphique, c'est que déjà, il nous permet de voir effectivement la zone de sublimation, puisque finalement, ces parties-là sont agrandies, et elles nous permettent d'aller aussi suffisamment haut, en diminuant chaque fois un petit peu ces zones, et de
voir ce qui se passe à des pressions extrêmement élevées. Du coup, on observe des arrangements spatials des molécules d'eau différentes. Ici, par exemple, on voit qu'on a une forme 2, une forme 3, une forme 4, selon la pression et la température à laquelle on se trouve. La glace que nous avons l'habitude d'observer se trouve en bas. C'est une forme 1.